Bonjour à vous tous, je réponds à vos questions en ce vendredi pluvieux au Québec. Je suis sur la route, mais inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui conduis, j'ai quelqu'un qui me conduit. On commence avec les premières questions qui m'ont... Il y a plusieurs questions encore aujourd'hui. Marc qui me demande, petite interrogation de novice. J'étais à la rencontre mardi soir à Montréal. On parle de la soirée mensuelle qui a lieu à tous les troisièmes mardis du mois à l'Hôtel Universel. Et Marc me demande, j'ai attendu un commentaire disant qu'il serait préférable de ne jamais acheter de Plex de moins de 5 portes. Ça veut dire acheter du 2 à 5 portes. Quel est le fondement de cette affirmation? Bien, qu'est-ce qu'il faut regarder, Marc? C'est que la rentabilité des petits logements, ça veut dire le 2, 3, 4, est rarement là. On en trouve des immeubles rentables, mais ils sont très, très rares à trouver. Et aussi, les banques n'aiment pas ce type d'investissement-là, parce que si tu perds la moitié, si tu perds un revenu, par exemple, sur un duplex, bien, tu perds 50% de tes revenus. Fait que les banques prendront pas toute la réalité des revenus qui sont disponibles, tandis qu'un 5 et plus, ils vont prendre 100% des revenus. Fait que c'est pour ça qu'on dit que souvent les petits plex, c'est pour des propriétaires occupants et on paye plus cher la porte que si on fait du 5 et plus ou du 6 et plus. Rima qui me demande à partir de combien de logements dans un plex on peut dire que c'est rentable. Bien, la formule est super simple, Rima. Tu t'en vas sur mon site, tu vas télécharger le fichier de calcul de rentabilité et tu vas trouver là-dedans revenus moins dépenses, moins le financement va te donner la rentabilité. Fait que ça peut arriver des fois qu'on a des diplex et qui sont pourris en rentabilité, mais tu as un 5 ou un 6 qui va être rentable. Fait que c'est carrément, il n'y a pas de règle de base qui dit en haut de 10 c'est rentable, puis en bas de 10 c'est pas rentable. Fait qu'il faut tout le temps y aller avec le calculateur pour savoir si ça fonctionne ou pas. Nathalie me demande, lorsqu'un placement hypothécaire est souscrit, est-ce que le REER est décaissé, donc ce qui implique une retenue à la source et un impact fiscal sur la prochaine déclaration de revenus, ou demeure-t-il investi, par exemple, dans un fonds commun de placement? J'ai de la misère à comprendre ta question. D'après moi, tu parles du RAP. Lorsque vous sortez votre REER pour le mettre dans un RAP, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est que vous ne le sortez pas, vous le transférez dans un régime d'accès à la propriété et vous avez 15 ans pour le rembourser. Donc, à ta question, est-ce qu'il y a une retenue à la source? Non, il n'y a pas de retenue à la source parce que tu le rembourses chaque année. Si tu ne rembourses pas ton RAP durant l'année, là, il va y avoir une retenue à la source et c'est sûr qu'il va y avoir un impact fiscal sur ta déclaration de revenus. Et je comprends pas la partie, par exemple, dans un fonds commun de placement. Normalement, quand tu fais un RAP, c'est pour investir dans ta maison propriétaire occupant. Ginette qui me demande, j'aimerais savoir si lorsque tu es nouvellement propriétaire, est-ce possible de réajuster le loyer comme tu le désires ou si tu as une obligation d'attendre à la fin du bail? Ou encore là, es-tu libre de le monter quand tu veux ou y a-t-il des restrictions à suivre? Ginette, quand tu achètes un nouveau logement, un nouvel immeuble à logement, tu n'as aucun droit d'augmenter rapidement les loyers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de suivre les augmentations qui ont lieu, par exemple, le 1er juillet, à moins que l'immeuble ait moins de 5 ans. Si l'immeuble a moins de 5 ans, au renouvellement de bail, là, tu peux le monter de 2000 pièces si tu veux ton logement. Mais si c'est en haut de 5 ans, il faut suivre la régie du logement qui a lieu à chaque renouvellement et entre 3 à 6 mois, la fin du bail, quand tu es dans un bail de 12 mois. Olivier qui me demande une bonne question. Où sont les bonnes places pour trouver des deals dans l'immobilier? Bien, je te dirais la formation, Olivier, c'est la première place pour être capable de trouver des deals. Tu apprends tous les endroits qu'on utilise. Mais Olivier, il n'y a pas de place que tu vas devenir multimillionnaire. Avoir une place, là, avoir seulement une place, puis je te dirais, va-t'en là,
Toutes les deals sont listés là. Il y en a un paquet qui serait multimillionnaire et irait voir tout à cet endroit-là. Malheureusement, c'est qu'est-ce qu'on voit en formation, c'est d'aller travailler avec des courtiers immobiliers, c'est d'aller travailler avec des sites comme JLR ou Mon Prospecteur, c'est d'aller travailler sur le registre foncier, c'est de mettre des annonces, c'est d'aller appeler les gens, c'est de faire des offres d'achat. Il n'y a pas de deal, de super deal à des endroits bien spécifiques. J'ai une question qui vient de rentrer. À combien de PA Cusson, à combien le pourcentage est-ce qu'une maison de chambre peut être financée? Normalement, M. Cusson, c'est, je vous dirais, 35-40% maximum qu'il faut donner comme mise de fonds. Donc, entre 60 à 70. Je te dirais, puis c'est pas toutes les banques. Je sais que Desjardins le fait, là, mais il n'y a pas beaucoup de banques qui vont aller financer, les maisons de chambre. J'ai une autre question qui vient de rentrer. Donnez-moi 30 secondes. Robin, allô, comment les gens font pour faire passer leur dossier de financement lorsqu'on a un immeuble avec un cash flow négatif? Souvent, et bon, c'est une tabarouette de bonnes questions, mettons que tu es dans le 6 et plus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la banque va demander une mise de fonds plus élevée. Fait que c'est ça souvent qui arrive, c'est que la banque, étant donné que tu n'es pas un cash flow positif, au lieu de demander 25 %, la banque va peut-être demander 30, 35, 40, 50 % parce que tu n'es pas en cash flow négatif, en cash flow positif. C'est souvent ça qui va arriver. PE, est-ce possible de refinancer la maison de chambre par la suite ou c'est compliqué et pas rentable? La maison de chambre, ça se refinance, mais souvent c'est à la même banque que tu vas aller te refinancer. Michel-Ange qui me demande, excusez-moi, c'est quoi l'avantage de la licence RBQ quand tu fais des flips? Est-ce que ça vaut la peine d'aller suivre la formation? Tu n'as pas le choix depuis quelques années au Québec. Tu dois utiliser tu dois avoir une licence RBQ pour être capable de faire des flips. C'est sûr qu'il y en a encore qui n'ont pas de licence. Soit que tu as la licence ou tu utilises un entrepreneur qui a la licence qui est avec toi dans le deal. Fait qu'il y a différentes façons là, pour le faire. Il y a des trous de ce bout-ci, ça bouge. On a une autre question qui est rentrée, bougez pas. Nicolas, quel serait ton meilleur conseil pour démarrer un investissement immobilier? En premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller déterminer qu'est-ce que tu veux exactement, Nicolas. Est-ce que tu veux faire du multilogement ou tu veux faire du flip? Tu veux du multilogement ou du flip? Ensuite de ça, le meilleur conseil, c'est sûr que la formation, j'y crois beaucoup. J'investis beaucoup en temps, comme vous m'avez vu cette semaine, ceux-là qui suivent sur Facebook. J'étais à une formation sur l'immobilier commercial. J'y retourne dans 2 semaines environ. J'y étais au début avril. Fait que la formation est super importante. D'avoir une bonne équipe aussi, je te dirais, Nicolas, c'est une autre étape que tu dois aller chercher. On a une question d'Alina. Pour le principe de la location-achat, si l'investisseur met 10 % de la mise de fonds, à quel moment récupère-t-il cet argent? Est-ce que c'est inclus dans les profits mensuels ou ceux de la revente? Ou bien est-ce que c'est remboursé d'une autre façon par le locataire? C'est rare que je vois des investisseurs qui mettent 10 % parce que normalement, quand tu achètes une maison à location-achat, c'est 20 % de mise de fonds qu'il faut. Souvent, tu peux la récupérer lorsque le locataire va te donner son dépôt de garantie ou c'est à la fin que tu vas le récupérer ou à travers les années avec les loyers de la location-achat. Fait que il faut le calculer, Alina, chaque dossier est différent, mais le pire, c'est qu'il est récupéré dans 3 ans, mais souvent on récupère une bonne partie de suite au départ. Cédric qui me demande « Bonjour, peut-on inclure les frais d'acquisition et les travaux dans la future hypothèque d'un Plex? » Normalement, non, mais il y a des banques qui vont te faire un prêt. Si tu as un bon immeuble qui est rentable, il y a des banques qui vont te faire un prêt hypothécaire avec des rénaux à l'intérieur pour t'aider. Mais les frais d'acquisition, la réponse est non. Gisèle qui demande quelles sont les compagnies de gestion au Québec et elle met en parenthèse la province de Québec.
Malheureusement, au Québec, il n'y a pas des grosses compagnies de gestion pour de l'immeuble à revenus, à part des compagnies comme Cogir ou certains, il y a des grosses compagnies, mais ils ne feront pas du 12 logements, du 6, ça c'est tout dans du 50 et plus, même 100 et plus. Fait que, Gisèle, faut que tu prennes le Google, ton ami Google, tu tapes dessus. Si tu es à Rouyn-Noranda, si tu es à Sherbrooke, si tu es à Québec, en Beauce ou Montréal ou à Gatineau, c'est pas les mêmes agences. Il n'y en a pas des grandes agences québécoises qui font de la gestion d'immeubles. C'est le monde qui demande le cash flow à la fin du mois pour un immeuble 2 logements ou un 7 logements. Est-ce le même 75 $ par porte par mois? La réponse est oui, il n'y a pas de différence que tu sois dans un 2, un 17 ou un 20 ou un 40 ou un 60. On vise tout le temps 75 $ par porte. Donc, c'est les revenus, moins les dépenses, moins le financement, te donne 75. Tracy, et la dernière question qui nous vient de Tracy, qui est une très bonne question. J'aimerais avoir plus d'infos sur la loi sur la régie du logement avec les personnes de 70 ans et plus. Ça semble difficile pour les propriétaires de gérer lorsqu'on achète un immeuble que des locataires qui y demeurent depuis longtemps et sont âgés de plus de 70 ans. Je ne vois pas c'est quoi tu dis que c'est difficile à gérer parce que c'est des personnes âgées dans des immeubles. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que tu veux dire. J'ai été sur le site de la régie. Il y a certaines lois que la régie prévoit si tu as des personnes âgées dedans. Je vais vous lire le texte. La loi prévoit que certaines situations précises où une personne âgée peut mettre fin à son bail sans que le locataire puisse s'y opposer. 1. Elle a obtenu un logement dans un immeuble d'habitation à loyer modique ou un logement équivalent, comme les HLM. 2. Sa sécurité ou celle d'un enfant qui habite avec elle est menacée. 3. Elle a un handicap qui ne lui permet plus de se loger au même endroit. Ou 4. Elle doit quitter son logement en raison de son état de santé. Donc, c'est la façon qu'un locataire âgé va pouvoir quitter. Et c'est un avis écrit qui doit être envoyé. Si c'est un bail de 12 mois ou plus, c'est 2 mois avant le départ. Moins de 12 mois, c'est 1 mois avant le départ. OK? Et si la personne s'en va dans une résidence privée, donc elle n'est pas une résidence de personnes âgées, elle n'est plus capable de s'occuper d'elle-même, ben c'est le 2 mois ou le 1 mois qui va prévaloir dans ce cas-là. Fait que je suis pas sûr de comprendre pourquoi tu dis que les personnes âgées, on a de la misère avec dans les logements. La loi dit que s'ils sont malades ou il y a un problème, ils peuvent partir et je viens de donner les avis pour les départs. Fait que je m'en vais en fin de semaine de Pâques dans le coin de Québec. Fait que manquez pas mes prochaines réponses aux questions qui vont avoir lieu vendredi ou samedi prochain. Si vous avez des questions, lundi, posez-moi vos questions durant toute la semaine et à la fin de la semaine, j'y réponds. Fait que bonne semaine. Ici Justin Larochelle, imoufacile.ca. Au plaisir. Bye bye.